Frédéric H. Fajardi, Querelleur, paru chez De Noël en 1983. À Francine, à mon père qui m'a appris à dire non, à ma mère qui m'a appris à écouter. Fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous. Charles Trenet. Chapitre 1. La voix retentit sèchement dans mes écouteurs. Fin d'exercice. Caporal Klein chez le colonel. Un court silence, puis la voix de l'officier, plus douce. Dépêchez-vous, caporal. Il s'agit d'une affaire privée. Quelques minutes plus tard, je stoppais le blindé à l'entrée de la cour d'honneur, passais les commandes aux soldats de première classe terre-sous et sautais du char. L'air était sacrément transparent, vif et piquant. C'est peut-être cela qui me fit hésiter, ça, ou le point douloureux qui me paralysait le bas-ventre. Le vent, qui venait de la grande plaine d'Allemagne, faisait onduler la pelouse où s'activaient deux bleus. Le planton devait m'attendre, car il m'adressa un petit geste me signifiant de patienter. Quelques secondes plus tard, je fus introduit. Le colonel me regarda d'un drôle d'air, comme si c'était la toute première fois qu'il me voyait. Au fond, c'était un peu ça. Asseyez-vous, dit-il. Je savais bien qu'il s'agissait d'un malheur, d'une espèce de catastrophe, d'une tuile qui allait foutre ma vie en l'air. Et pourtant, je me sentais embarrassé. Ma combinaison graisseuse, tachée d'huile, ma casquette de toile informe, mon visage passé à la suie, les écouteurs qui pendaient, déconnectés, comme je l'étais moi-même. Il faut être courageux, mon garçon, dit-il d'un air contrit. Ce type-là n'était pas sincère, peut-être bien curieux, parce que ce qu'il allait me dire n'était pas banal, mais sincère, sûrement pas. Reconnaître un frimeur, ça me venait du frangin, comme tout le reste, comme les études, l'université, la vieille Simca, la façon d'aborder les filles, l'air à la fois paumé et candide. Les psychiatres diraient qu'il m'a fait de l'ombre en me protégeant. Moi, je dirais plutôt que le frangin a sacrément déblayé le terrain devant mes pas. Le colonel me regardait toujours, vrillant ses petits yeux porcins dans les miens. Il avait l'air d'un vrai colonel avec ses 5 barrettes, son uniforme impeccable et ses grosses paluches bien à plat sur son bureau, mais ce n'était pas lui que je voyais. Je voyais le frangin et son allure dégingandée, sa voix traînante, ses lunettes au verre énorme et toujours à demi pétées. Je le voyais m'évoquant ses coups glanduleux, l'air oppressé, agité de spasmes, mais quand ça allait vraiment mal, ses clignements de paupières qui lui donnaient l'air d'un hibou un peu parano. Une vue d'ensemble comme celle-là, je ne l'avais jamais eue auparavant. Votre frère est mort, hier, à 19 heures. Il a été assassiné. Mes sincères condoléances, caporal, fit-il d'une voix neutre. Si la terre s'ouvre là devant vos pieds, il n'est pas dit que vous vous mettiez à hurler. Peut-être que, plus simplement, vous allez tourbillonner dans le vide, comme une feuille d'automne avec juste un peu de langueur teintée d'amertume et d'incompréhension. Je n'ai pas eu envie de hurler. J'ai regardé à travers la vitre du bureau, vers les colonnes de blindés qui rentraient sous le soleil couchant, un peu surpris quand même que la vie continue. Et puis j'ai demandé, comment ça? Il a été assassiné. Là, le colon a désapprouvé parce que, normalement, j'aurais dû m'effondrer. Il a répondu sèchement, une balle de 11,43 dans la tête. Vous avez une semaine de permission, vous pouvez disposer, caporal. Le colonel, ça lui était difficile de comprendre, évidemment. Comprendre, seul le frangin en aurait été capable. Ce n'était pourtant pas compliqué. Quelque part, il y avait quelqu'un. Je devais simplement lui couper la tête et la porter sur la tombe du frangin. La moindre des choses, non? Ça s'est su à toute allure. Les casernes, ce sont de petits mondes clos où les rumeurs suintent sur les murs lépreux. C'est un peu comme les ruches, sauf que si le bourdonnement est ici constitué de 1000 conneries sans fondement. La reine des abeilles avait dû babasser son indignation à la ronde, car tous les bourdons galonnés me reluquaient de travers, l'œil animé d'une lueur moralisatrice. J'avais fait ma valise sans me presser, mais sans rien oublier d'essentiel puisqu'il n'était plus question que je revienne jamais ici. La première main qui, lourde, faussement douloureuse et compatissante, s'était posée sur mon épaule, je l'avais retirée doucement, en écrasant les os. Le mec avait grimacé et j'avais coupé aux condoléances. La main sur l'épaule, c'était un geste en quelque sorte réservé. Dans le couloir du train, je regardais le paysage sans le voir. J'essayais de me concentrer sur le doigt qui avait pressé le 11,43 et dont je ne savais rien, mais mon esprit partait sans cesse à la dérive, comme un bateau tirant sur son ancre. Avant janvier 1966, il n'y avait rien qu'une vie de môme comme tous les autres. Quand nos parents s'étaient tués, cette année-là, Paul avait 21 ans et moi 8. Au bord de la fosse, sous une pluie glaciale, il m'avait regardé gravement, en penchant sa tête d'oiseau myope. Malgré l'anorak, le gros cache-nez de laine et le bonnet,
Je crevais de peur et de froid, jusqu'au moment où il avait posé sa large main sur mon épaule. Le train de permissionnaire était mal chauffé, s'il l'était, et la buée dessinait des motifs étranges où formes et volumes semblaient pris de folie. J'avais toute ma vie pour apprendre, rien ne pressait. L'itinéraire de Paul, j'étais le seul à pouvoir le refaire. Je restais des heures dans le couloir, les yeux vides, songeant à de petits riens, à Paul évidant une citrouille pour en faire une lanterne, à Paul m'emmenant aux douches municipales, à la foire du trône, au cinéma, de toutes petites choses. Les militaires en permission bondirent du train et se ruèrent vers la sortie. Je marchais sans me presser, sans protester contre ceux qui me bousculaient, puisque personne ne m'attendait. Je l'entrevis à peine. Quelque chose d'une pute, malgré les sapes d'un luxe discret, et le maquillage idem. D'abord son coup de coude dans le plexus, un peu trop appuyé pour être le fait du hasard. Puis cette phrase, sans même me regarder. Clin, ils sont là, au portillon, suis-moi. J'ai dû perdre quelques secondes, peu de choses, le temps de promener mon regard de la pute au portillon où 3 mecs me faisaient des gestes impératifs. J'allais me rallier à la crinière platinée, lorsqu'un calibre s'enfonça dans ma colonne vertébrale. Le reste alla très vite, les menottes, la fouille, la saisie des papiers de la valise, la traversée du hall sous les regards curieux, et la prise en charge dans une R16 banalisée, avec 2 types en costard d'allure sportive qui m'encadraient. Je demandai à tout hasard. Vous êtes des flics? Écrase militaire, répondit le plus grand. Je lui mis ma tête dans la gueule. Chapitre 2. Il avait en partie esquivé. Un imperceptible raidissement de la nuque suivi d'un mouvement à la fois vif et souple. Seule l'arête du nez avait été légèrement touchée et laissait perler un mince filet de sang. Je me sentais un peu minable et m'apprêtais à me tasser sur le siège lorsque Filet de sang s'adressa à son copain. La picouse, dit-il d'une voix nonchalante. Un bouton de chemise qui saute, la manche de la tunique relevée jusqu'au coude, et l'aiguille qui s'enfonce, le tout avec la sûreté d'un infirmier militaire après 10 ans de campagne. Peut-être me serais-je tout de même vu partir si Filet de sang n'avait jugé utile de m'enfoncer une cagoule sur la tête. Accroupi, les mains entravées dans le dos par des menottes, les pieds solidement liés, je les vis entrer avec une certaine appréhension. Les mecs de la gare étaient en retrait, respectueusement, derrière le type des âgés, qui faisait figure de numéro 1. Costard gris fer, gueule terne, il contrastait singulièrement avec la pièce uniformément blanche, dépourvue de mobilier. À mieux le regarder, on pouvait pronostiquer sans grand risque qu'il avait dû grenouiller dans tous les coups pourris qui, de la libération à la décolonisation, avaient fait la grandeur du pays. D'abord, ses petits yeux noirs à l'éclat minéral ou animal, pour peu qu'on se branche du côté des grands fauves. Au centre du visage, un nez multiforme, figure de proue esquintée par de multiples abordages. Une absence totale de lèvres, à peine 2 petits traits superposés et dénués d'expression. Le cheveu ras et court, un teint brouillé, presque grisâtre, la cinquantaine bien tassée et, dès qu'il ouvrit la bouche, un accent traînant caractéristique de la fameuse île d'amour. Écoute, Grifton, on n'a rien contre toi. T'es dans le malheur et le respect de la douleur, c'est sacré. Alors pas de complications, d'accord? Un court instant, j'imaginais le quiproquo, la méprise qui s'arrange d'elle-même pour peu qu'on y mette du sien. D'accord. Vous êtes des flics? D'un geste rapide, le vieux sortit une carte barrette tricolore en précisant. On est comme qui dirait un service officiel. Tu nous dis où il l'a caché et on te renvoie l'ascenseur. On peut te faire muter dans la capitale, t'offrir 8 jours de perme dans un claque de première, tu vois? Une impression de soulagement. La pire des saloperies, dès que ça vous a un petit côté officiel, c'est presque rassurant. Mais à bien regarder ce mec, la bienheureuse et suave impression ne résistait pas plus de 10 secondes. Derrière lui, Filet de sang et son pote me regardaient en souriant, presque paternel, tout prêt à fraterniser, à sortir les confettis pour peu que je bavasse un brin, tout prêt aussi à me loger une bastos dans la tête dès que je me serais allongé. Le seul véritable problème, c'est que je n'avais pas compris un traître mot de leur salade, si ce n'est que le frangin avait caché quelque chose quelque part. Tourner autour du pot pour tenter de gagner du temps aurait été inutile. Je fonçais. Écoutez, j'en sais rien. Vous pouvez me taper sur la gueule et me tabasser pendant des heures, ça changera rien. Le plus vieux hocha la tête d'un air réellement navré, et les 2 autres se mirent à l'unisson, me regardant comme si j'avais commis une faute de goût. Très bien, Grifton, fit le vieux, mais il ne faudra pas nous le reprocher. Filet de sang m'attrapa par la cravate et me redressa d'un geste brusque en murmurant entre ses dents. On a un petit contentieux tous les deux, pas vrai? Il me balança aussitôt 4 beignes magistrales et ponctua la série par un coup sec à l'estomac. Mon petit déjeuner complet effectua un comeback vitesse lumière et s'éparpilla sur le costard de Filet de sang, gratifié dès lors d'un pseudonyme inadéquat. La face contractée, il prit les autres à témoin en disant « Il m'a dégueulé dessus, l'enfoiré !»
Le deuxième couteau allait intervenir lorsque le vieux l'écarta. Dans un halo rougeâtre, je le vis sortir un calibre qu'il m'introduisit dans la bouche. C'était froid et désagréable. Il secoua de nouveau la tête et répéta. « Vraiment? Tu ne veux rien dire, Grifton ?» Je le regardais comme dit l'autre tout au fond de ses yeux morts. Le regard, c'était ma seule carte, et pourtant, je le ressentis comme si j'avais baissé mon froc. Il devait s'y connaître en homme, ou en regard, une longue expérience du vrai et du faux, de la pétoche qui fait se coucher les plus costauds. Il ôta son flingue de ma bouche et le replaça dans son holster sans plus m'accorder la moindre attention. Je ne vis pas les feux rouges s'éloigner dans la nuit, parce que tout simplement filet de sang avait éteint ses veilleuses. Je me sentais patraque, mal foutu, un goût amer dans la bouche et un mal de chien à ordonner mes idées. Des idées d'ailleurs, j'en avais peu. Mon uniforme avait tenu le coup dans l'ensemble, n'étaient les traces de sang et de vomissures. On m'avait rendu mes papiers, mes clés, mes cigarettes et mes effets personnels, à l'exception de ma valise, qui ne contenait pourtant rien d'essentiel. Malgré mes demandes, aucune explication ne m'avait été donnée. Puis j'avais reçu un coup au foie et on m'avait recouvert la tête d'une cagoule. Un calibre s'était enfoncé dans mes reins et on m'avait obligé à m'étendre sur le tapis brosse d'une voiture. Le voyage fut pénible. Je luttais contre la panique à l'idée qu'ils allaient peut-être me flinguer. Aussi, lorsqu'ils me firent descendre, je ressentis un sentiment proche de l'extase. Pourtant, aussitôt, il me vint à l'esprit qu'on n'a rien pour rien, et que, tout simplement, je leur étais plus utile vivant que mort. Au premier coup d'œil, je reconnus l'aéroport au bout de la longue ligne droite. Les voitures passaient, nombreuses, mais je repoussais l'idée de faire du stop. Ça me semblait bizarre de marcher comme ça sur le bas-côté de l'autoroute. Ça me fit penser au frangin, au stop sur les routes de Grèce et de Turquie. Le frangin, il avait une drôle de façon de pencher sa tête de hibou, quasi irrésistible dans le genre oiseau tombé du nid, et de fait, on n'attendait jamais longtemps. C'était quelque chose de profond, qui me serrait la poitrine et me brouillait la vue. J'ai dû m'accrocher pour repousser l'image du frangin, pour ne penser qu'à moi. Depuis la gare, à chaque pas, avait surgi un emmerdement, une énigme, comme si j'étais propulsé sur une planète inconnue, maléfique. D'abord, la pute platinée qui m'avait abordé comme si on se connaissait depuis 10 ans. Je ne l'avais jamais vue, ni même entrevue. Et puis la bande de pourris, semi-officiels, qui me braquait en pleine gare, me séquestrait, me tabassait. Pour me faire avouer quoi? J'ai dû atteindre l'aéroport entre deux avions car une longue file de bahuts libres stationnait à l'arrêt. Je lançai l'adresse au chauffeur qui tenta mollement d'engager la conversation. Je répondis par des grognements et il n'insista pas. Me faire avouer quoi? Ces mecs-là n'étaient pas des branques. S'ils se montraient si insistants, il devait fatalement y avoir quelque chose au bout. C'est à cet instant que l'idée me vint. Et plus elle se précisait, plus mon envie de rire devenait irrépressible. Un rire qui sonna drôlement dans le taxi silencieux. Et pourtant, dans ce rire, je plaçais toute ma fierté, toute ma revanche sur ces 24 heures de cauchemar. C'était évident. Après 36 ans de combines foireuses, de fiascos et de merdoiements en tout genre, le frangin avait trouvé la combine en or massif. Et il les avait baisés. Tous, jusqu'au trognon. J'avais loué cette petite piole de la banlieue Est en entrant à l'université, avec l'espoir qu'elle verrait défiler un cortège ininterrompu d'étudiantes. Dure avait été la chute. Cependant, cette déconvenue n'était que gaminerie en regard de celle qui s'offrit à moi lorsque je poussais la porte du studio. Elle était couchée, nue, en travers de mon lit, les yeux grands ouverts, la chevelure platine étalée autour du visage. Éventrée, c'est un petit mot par rapport à ce qu'on lui avait fait. Du sexe à la poitrine, un long sillon noirâtre traçait un chemin presque régulier dans la chair blanche. Elle n'aurait peut-être pas dû me parler, à la gare, ce matin. Beaucoup de gens sont sous pression, les apaiser est ma mission.